France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Et nous reviendrons sur la première journée du procès de Michel Néré devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise, comparé pour corruption aux côtés de 8 autres prévenus et parmi eux Christophe Gava et Gilles Guillotin, 2 anciens de la PJ de Grenoble. Michel Néré s'est exprimé cet après-midi, il a fait son mea culpa. Nous retrouverons sur place notre correspondant à Paris, Paul Satis. 2 importants éboulements se sont produits sur une falaise du Mont-Granier entre vendredi et samedi dernier. 4 mois après l'éboulement côté Savoie, c'est à Chapareillan, sur la face est, que la montagne a cédé. Un arrêté a été pris pour réglementer l'accès au Mont-Granier. Et puis nous fêterons un anniversaire, celui du musée de la Résistance à Grenoble. Il fête cette année ses 50 ans. Ce lieu de mémoire avait été créé en avril 1966 dans l'appartement natal de Stendhal. Toute cette semaine, donc, notre série sera consacrée à ce musée avec un premier volet consacré ce soir à son origine. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici l'un des principaux titres. François Hollande part à la reconquête des enseignants. Une augmentation de la rémunération des professeurs des écoles doit être annoncée officiellement demain, plus 800 €, et ce, à un an de l'élection présidentielle. Mais d'abord, cette information plutôt insolite. Figurez-vous que l'on peut produire de l'électricité à partir du Beaufort. Si, et notamment grâce au petit lait issu de la fabrication du célèbre fromage savoyard. Ce sont les producteurs qui sont à l'origine de cette initiative. Les explications d'Aurélie Massé et Vincent Abran. À la coopérative laitière du Beaufortin, l'un des ateliers de transformation du célèbre Beaufort. C'est un ratio impressionnant. Pour fabriquer une seule de ces meules, plusieurs dizaines de litres de petit lait sont générés. Des résidus, jusque-là transformés en poudre de lait à l'autre bout de la France. C'est une manne qui échappait à la filière. On ne maîtrisait pas nos prix, on avait des coûts de transport qui étaient exorbitants parce qu'on emmenait le lactosérum jusqu'à Verdun. On était soumis donc aux grosses entreprises nationales et on était point liés avec eux, donc on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. D'où l'idée de construire cette usine à Albertville. C'est ici que sont récupérés chaque jour les 200 mètres cubes de petit lait issus de la fabrication du fromage. Une matière qui sert d'abord à faire du beurre, de la ricotte et de la poudre de lactosérum. La poudre peut être utilisée dans le domaine de l'alimentation des sportifs parce qu'elle est riche en protéines, elle est à 80% de protéines. Elle peut être également utilisée en nutrition pour des compléments alimentaires, mais également en tant qu'additif dans les fabrications agroalimentaires. Mais c'est à l'extérieur que se trouve la véritable innovation de Savoie Lactée. Car après le beurre et autres produits alimentaires, ce qu'il reste du lactosérum va devenir de l'électricité. Les effluents et eau de lavage de l'usine sont envoyés dans un méthaniseur. Le lactosérum passe dans des bassins qui sont ensuite redirigés dans des bassins où il y a des bactéries qui transforment en fait ce lactosérum en utilisant la charge organique présente dans le petit lait pour faire du méthane, donc du biogaz. Et ensuite, tout ce biogaz passe dans un cogénérateur pour fabriquer de l'électricité. L'équivalent de la consommation annuelle de 1500 foyers, revendus à EDF. L'usine a coûté 13 millions d'euros et permis l'embauche de 10 personnes. À la sortie du méthaniseur, c'est une eau propre qui est rejetée dans l'Isère. Je vous le disais dans les titres, le Mont-Granier a donc subi 2 nouveaux éboulements vendredi et samedi dernier, moins spectaculaires que celui du 9 janvier. Ils n'en sont pas moins inquiétants. L'accès vers le sommet a été interdit aux randonneurs. Jean-Christophe Pain, Dominique Bourget. Oui, aujourd'hui encore, la face nord du Granier continue de s'éroder. Interdit de s'approcher. Par le sentier du Pas de la Porte, côté Chapareillan, Madame le maire l'a décidé ce week-end. J'ai pris tout de suite un arrêté, parce qu'a priori, c'est tombé côté est. Oui. On était vraiment dans l'entonnoir, là, ouais. Ce qui est le pan de mur qui est tombé, pas de mur, mais de rocher. Ouais. Vous voyez, c'est cette partie-là, en fait, qui s'est décrochée. D'accord. Et là, ça tombe vraiment sur Chapareillan. Et là, on a un chemin qui monte et qui va au Granier. 4 mois après le pilier ouest, côté Entremont, c'est donc le pilier est, côté Chapareillan, qui s'effrite à son tour. En 3 mouvements, dans la nuit de jeudi à vendredi, vendredi soir et samedi matin. 30 000 mètres cubes au total, selon les premières estimations, soit 4 fois moins qu'en janvier dernier.
La face nord du granier, elle est tout le temps active. Il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait pas un bloc qui s'en détache. C'est comme un volcan actif, quoi. Et un volcan actif, il émet tout le temps des fumerolles, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui vont visiter de temps en temps. Et puis il y a des périodes d'éruption. Ben là, actuellement, on est dans une période d'instabilité massive qui est liée aux conditions climatiques essentiellement. Même scénario qu'en janvier. Regel, puis réchauffement de la glace piégée dans les plis de la roche. Le granier fut équipé de fissuromètres il y a 20 ans pour savoir si les écroulements de surface trahissent des mouvements intérieurs. Fabien Obléa grimpera les examiner quand la montagne se calmera et les géologues du RTM survoleront la zone dès que le temps le permettra. Justice, le syndicat national des moniteurs de ski devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Une trentaine de moniteurs demandent à leur syndicat réparation pour préjudice sur leur retraite. Ils ont été contraints de cotiser pendant des années à une caisse interne qui n'était plus légale et ils ne touchent que de petites pensions. Xavier Schmitt, Cédric Picot. Ils sont 31 à réclamer justice. Ces moniteurs de ski ont découvert le montant mensuel de leur retraite, 100 à 400 euros. Rien à voir avec ce qu'ils avaient gagné. Ils mettent en cause leur syndicat. Il les a écartés, selon eux, du régime général de l'assurance vieillesse. Le syndicat est responsable de ce préjudice puisque de 1978 à 2006, les moniteurs de ski n'ont pas pu adhérer à une caisse de retraite obligatoire et donc obtenir des points de retraite proportionnels à leurs revenus. Le fonds de prévoyance du syndicat, créé en 1963, devait passer le relais au régime général. Mais un bras de fer s'est engagé avec l'État. Il va durer 28 ans. En 2006, un rapport parlementaire le souligne. Au regard des règles de l'assurance vieillesse, le syndicat est dans l'illégalité depuis 1978. Et il note que la caisse professionnelle n'est pas provisionnée. Aujourd'hui, le syndicat conteste le préjudice. Le syndicat, finalement, a défendu jusqu'au bout les moniteurs pour qu'on leur maintienne tous les droits et qu'il n'y ait aucune perte par rapport à ce qui avait été constitué dans le passé. La situation a été régularisée par un décret en 2007, mais les revenus du ski antérieurs à cette date ne sont pas intégralement pris en compte aux yeux des moniteurs. S'y ajoutent les difficultés à exercer au-delà de 60 ans. La double peine est que d'un côté, notre retraite est absolument minable parce qu'on est obligé de cotiser un fonds de prévoyance qui était un système illégal et à visée déficitaire. Et la deuxième chose, c'est que parallèlement à ça, on a toujours été obligé de réduire notre activité avant l'âge de la retraite à taux plein. Les moniteurs de ski ont demandé au tribunal de désigner un expert, notamment pour estimer le montant du préjudice. Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Un Haut-Savoyard en situation irrégulière en Indonésie a été abattu à Bali. Il a été tué après s'être violemment rebellé contre son interpellation et avoir tué un policier d'un coup de couteau. Article à retrouver sur notre site alpes.france3.fr. Habitué des salles d'audience, Michel Néret, l'ex-numéro 2 de la PJ de Lyon, est donc aujourd'hui sur le banc des accusés. Il risque jusqu'à 10 ans de prison pour des faits de corruption. 2 policiers grenoblois sont aussi poursuivis. La question des relations ambiguës entre policiers et indiques est au centre des débats. Paul Satis, Mathieu Boudet. À tout juste 60 ans, l'ex-commissaire Néret a toujours de l'allure. Il affronte une nuée de caméras l'air stoïque, mais sans dire un mot. Enfin le procès, 5 ans après son interpellation et ses 8 mois passés en prison. L'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon va pouvoir dire sa vérité. Il était inquiet parce que je disais, un honnête homme qui comparaît devant une juridiction a toujours peur de la justice, est toujours inquiet. C'est pour ça qu'il est décidé à s'expliquer et il est, à mon avis, vraiment la tête, pardonnez-moi l'expression, la tête dans le guidon pour s'expliquer et assumer des responsabilités s'il doit en assumer. À 13h30, l'audience s'ouvre et rentre tout de suite dans le vif du sujet. Néret est à la barre, interrogé sur ses relations troubles avec 2 cousins du milieu lyonnais, 2 escrocs plusieurs fois condamnés, Gilles Bénichou et Stéphane Alzraa. Aucun des 2 n'est là. Alzraa est en cavale. Bénichou, lui, n'est pas venu. Il ne m'a donné aucune raison, je constate son absence. Et le procès peut se tenir sans lui, ça pose pas de problème juridique? À partir du moment où le tribunal décide que le procès peut se tenir, ça pose aucune difficulté juridique, non ? Michel Néret s'explique longuement pourquoi, devenu directeur adjoint de la PJ de Lyon, il a été si proche des 2 hommes. J'ai lancé un début de travail policier-informateur, explique-t-il. Contre quel résultat? Aucun, concède-t-il. Un informateur, un indique, ça se construit sur la durée. Néret est en difficulté.
Il reconnaît la violation de secret professionnel, avoir fourni des infos aux cousins. On a senti un Michel Néret en difficulté, un Michel Néret un petit peu dans les cordes, comme on dirait d'un boxeur, sous le feu roulant des questions du président. On se rend compte dans ce procès peut-être que pour la première fois, Michel Néret a reconnu tout de même avoir été très imprudent dans sa gestion de ses fameux cousins. Et il a reconnu que ses habitudes passées n'était pas forcément à la hauteur dans cette affaire-là et qui s'était peut-être laissé berner. Et c'est vraiment la première fois qu'on entend Michel Néret dire ça. Néret a-t-il fréquenté les cousins pour s'introduire dans le milieu de l'escroquerie lyonnaise, s'informer comme il l'a toujours fait avec tant de succès? Ou bien était-ce pour les voyages de luxe, les montres hors de prix, le compte en Suisse offert par les généreux cousins? La question des cadeaux est cruciale. Le tribunal l'abordera dans les jours qui viennent. Paul Satis, bonsoir. Vous suivez pour nous ce procès à Paris. 9 prévenus au total, mais cette première journée d'audience a surtout été centrée sur Michel Néret. Oui, une audience qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée ici au Palais de Justice de Paris et qui est très compliquée, très difficile pour Michel Néret. Ça fait plus de 5 heures qu'il subit un interrogatoire serré de la part du président du tribunal correctionnel. Parce qu'il est compliqué simplement de justifier que le travail policier doit se faire parfois hors du cadre de la légalité pour donner des résultats. Question du président du tribunal correctionnel. Est-ce que vous reconnaissez des violations de secret professionnel? À ce moment-là, Michel Néret lève les yeux au ciel et il répond: matériellement, oui, je le reconnais. Mais l'intention n'était évidemment pas de gêner les enquêtes. Entre flics et voyous, explique-t-il encore, c'est du donnant. Des infos, mais pas seulement. Parfois des choses matérielles comme du cannabis issu des scellés d'enquête et qui servent à rémunérer des indiques. C'est le deuxième volet de ce procès. On n'en parlera que la semaine prochaine. Et c'est le volet dans lequel sont impliqués 3 policiers, un de la brigade des stupes de Lyon et les 2 anciens responsables de la police judiciaire de Grenoble. En attendant, demain, le tribunal cherchera à savoir si le commissaire Néret était corrompu ou bien s'il a simplement dépassé les limites pour le bien des enquêtes. Merci beaucoup, Paul Satis. Alors, la question des relations parfois ambiguës entre policiers indiquées donc au centre de ce procès, un sujet dont nous allons justement parler avec vous, Jean-Claude Borel-Garin. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez notamment été l'ancien directeur départemental de la sécurité publique à Grenoble. Alors, où s'arrête le grand flic? Où commence le ripou, selon vous? Eh bien, avant d'être directeur départemental de la sécurité publique, j'ai été inspecteur de police, donc à ce titre, j'ai effectivement manipulé des indicateurs. Alors, c'est vrai qu'il y a une frontière. La frontière, avant les textes qui sont passés jusqu'en 2009, il y avait 2 règles. La règle, c'était l'anonymat de l'indic. Et la deuxième, c'était de ne pas franchir des barrières morales, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de texte qui encadrait l'utilisation des informateurs. Depuis 2009, enfin 2004 d'abord et 2009, les textes sont posés. Et les textes disent très clairement que l'on ne peut pas remettre des stupéfiants à un informateur. On peut acheter des stupéfiants. Seuls les infiltrés qui sont encadrés eux-mêmes par des magistrats, qui sont contrôlés par des officiers de police judiciaire, peuvent acheter, mais pas en aucun cas un policier. Ça se fait toujours ou pas? Les indicateurs doivent être immatriculés déjà, c'est un peu plus compliqué, mais on a toujours des informateurs. Mais de les rétribuer par exemple avec de la drogue? Non. Ça se fait nulle part. Écoutez-moi, j'ai découvert cette histoire de rétribution avec des stupes avant. Avant cela, il m'est arrivé de laisser les informateurs faire leurs affaires. On ignorait ce qui se passait, c'est un peu hypocrite, mais on ne savait pas ce qui se passait. Par contre, on était là lorsqu'il y avait une grosse commande pour prendre de grosses quantités. Michel Néret explique que ça lui a permis, lui, ses informateurs, ses fameux indiques, de réaliser de très grosses opérations, de très grosses saisies. Oui, on peut utiliser des informateurs, et je répète, un policier sans informateur n'est pas un policier, aujourd'hui encore. On a des moyens techniques, on a des moyens de police scientifique, je pense à l'ADN, mais on a besoin d'informateurs, ne serait-ce que pour s'intéresser à des voyous qui pourraient passer en dessous des radars. Donc l'informateur est nécessaire, mais l'informateur, il se manipule avec une grande cuillère à distance. C'est un peu
que j'aime beaucoup cette phrase, là, pour dîner avec le diable, on utilise une grande cuillère, et bien avec un informateur, c'est ce qu'il faut faire. Il s'est fait manipuler, Michel Néret ? Michel Néret avait l'habitude de travailler avec des braqueurs et des trafiquants de stupéfiants. Là, il s'est retrouvé avec un garçon qui était un escroc. Les escrocs sont des gens manipulateurs. Et je pense qu'il a été séduit par ce garçon, qui lui a fait connaître une autre vie qui était la sienne. Néret a beaucoup investi pour la police. Il a passé des week-ends, des nuits, des jours. Il a sacrifié, il faut le dire, sa vie personnelle, familiale. Cette personne lui a montré une autre vie. Je suis persuadé qu'il ne pensait pas que cette vie puisse exister. Mais il s'est trouvé là au milieu et il a perdu le sens de la mesure. Ceci étant, moi, ce que je connais de cette affaire, c'est la vérité médiatique. Et là, maintenant, j'attends la vérité judiciaire. Donc aujourd'hui, un indique doit être bien inscrit, connu. Il doit être, et surtout aussi, il y a le fait que, par exemple, Michel Néret est resté trop longtemps à son poste. Alors, vous expliquez qu'un DDSP ou qu'un numéro 1 de la PJ ne doit pas rester trop longtemps à son poste ? Même un commissaire de police, aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, un commissaire de police ne peut pas rester plus de 6 ans sur un poste. En fait, c'est 4 ans plus 2 ans au gré de l'administration. Michel est resté 23 ans dans un même service. Ça lui a permis d'asseoir une notoriété régionale, d'avoir un gros carnet d'adresses. Mais il est parti ensuite à Nice et là, le tort de l'administration a été d'accepter qu'il revienne à Lyon. Même s'il insistait pour revenir à Lyon, je ne l'aurais jamais fait revenir à Lyon. Merci beaucoup, Jean-Claude Brel-Garin, d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment. Cette information politique, selon nos confrères du Dauphiné libéré, l'eurodéputée iséroise Mireille Dornano a été évincée de la direction de la Fédération iséroise du Front National. Mireille Dornano est sanctionnée après sa participation à la cérémonie organisée par Jean-Marie Le Pen à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc hier 1er mai. Une manifestation dissidente par rapport à celle organisée par la présidente du Front National, Marine Le Pen. C'est Thibault Monnier, conseiller régional, qui prend ce soir la tête du FN 38. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère. Le conseil départemental a considérablement baissé le montant des aides accordées à cette structure qui héberge d'autres associations, elles aussi donc impactées. Le point avec Marie Michelier et Grégory Lespinasse. La nouvelle a fait l'effet d'une douche froide aux administrateurs de la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère. La structure départementale bénéficie depuis sa création d'une aide financière du département. Si elle s'attendait à une baisse de subventions cette année, ça n'était pas en tout cas dans ces proportions. Ce n'est pas ce qu'on nous avait dit au mois d'octobre. On savait que le département, comme toutes les collectivités publiques, avait des difficultés financières, enfin allaient réorganiser leurs subventions. Et on nous avait annoncé un coup de rabot sur l'ensemble des associations soutenues. Mais on nous avait dit, a priori, ça ne devrait pas dépasser 5%. Et donc nous avions construit notre budget 2016 en tenant compte de ces 5% de moins, pas 80% de moins. La MNEI, c'est 450 000 € de budget annuel pour assurer sa mission. Depuis 30 ans, elle mutualise les moyens et services nécessaires à la quarantaine d'associations environnementales qu'elle héberge. Parmi elles, la DTC, Paysages de France, la LPO ou encore la FRAPNA. Les 120 000 € d'aide consentie en 2015 passeraient à 18 000 pour 2016, une décision que le conseil départemental justifie par la volonté de subventionner des actions et non le fonctionnement d'associations. Dans la balance également, le militantisme de certains adhérents contre des projets soutenus par le département, le Center Parks de Roibon ou la Rocade Nord de Grenoble par exemple. On a souhaité, nous, redonner à l'environnement sa place scientifique. Ça veut dire qu'on va intégrer des professionnels de l'environnement au sein du département de l'Isère pour faire une politique environnementale. On ne peut pas avoir des associations qui militent contre le département, contre l'État et qui sont subventionnées par le département et par l'État. Personne ne comprend ça, à part celles qui sont dans ce schéma-là. La Maison de la Nature et de l'Environnement a pour l'heure décidé de dissoudre son bureau. Une assemblée générale est prévue le 11 mai prochain avec l'ensemble de ses locataires en vue d'une action collective. Notre sujet grande région Auvergne-Rhône-Alpes nous emmène ce soir dans la Drôme, un département dans lequel l'abricot est roi. Mais depuis peu, sa production, qui représente plus de la moitié de la production totale française, n'est plus rentable, notamment en raison de la concurrence espagnole et italienne. Explication Olivier Denoyel, Stéphanie Yvon. Installer des filets anti-grêle pour protéger les abricots. Une opération prévue de longue date par cet arboriculteur, mais une opération qui tombe à point nommé. Une partie des fruits a déjà été grêlée. Il s'agit maintenant de sauver ce qui peut encore l'être. D'autant que la récolte pourrait être assez chiche. En cause, les conditions climatiques des derniers mois.
Déjà, on a eu un hiver très doux. Alors les arbres n'ont pas eu assez de repos végétatif. Ils ont démarré très tôt. Derrière, on a eu 3-4 épisodes de gel où ça a déjà détruit des bourgeons. Résultat pour les abricots en Rhône-Alpes, une baisse de production qui pourrait aller jusqu'à moins 50%. Pour les pêches, même constat. Une catastrophe pour les professionnels. Dans la région Rhône-Alpes, on sait que dans la Drôme, l'Ardèche et l'Isère notamment, il y a des dossiers calamités qui vont être déposés parce qu'il y a vraiment une absence de récolte importante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le moral est un peu en berne. On travaille toute l'année pour avoir 100% de fruits et malheureusement, quand le climat est là et nous détruit 40-50% de notre récolte, ça va être difficile. Autre conséquence, l'emploi. Une partie des 32 000 saisonniers drômois pourraient se retrouver sans travail cette année, et ce, dès les prochaines semaines. En ce qui concerne les prix, difficile de dire s'ils vont grimper en flèche. Enfin, pour la qualité des fruits, tout va se jouer en mai et juin. Soleil et chaleur sont attendus de pied ferme. Notre série cette semaine est consacrée au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère qui fête ses 50 ans d'existence. Pour le premier épisode, Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet reviennent sur l'origine de ce lieu de mémoire si particulier. Le 23 avril 1966 est inauguré dans l'espace de l'appartement natal de Stendhal, rue Jean-Jacques Rousseau à Grenoble, le premier musée de la Résistance dauphinoise. Aux côtés du maire Hubert Dubedou se trouve Laure, la sœur de Jean Moulin. Dès sa création par une poignée d'enseignants et de résistants, ce modeste lieu de mémoire, de connaissance et d'échange autour de la Seconde Guerre mondiale en Isère se fixe pour mission majeure d'intéresser les jeunes générations. Ils viennent là le soir, le dimanche, avec leurs outils, le contreplaqué qu'ils ont pu récupérer, et ils vont monter leur musée. L'intention des résistants avec lesquels j'ai dialogué dès le départ était de montrer que la résistance n'est pas seulement qu'une période de l'histoire qui s'arrête en 1944. Ça, tous ont été tout à fait catégoriques sur ce point-là. Il fallait que ce musée montre aussi que la résistance a une actualité à travers les valeurs qu'elle véhicule et qui sont défendues encore aujourd'hui. En 1994, la petite structure associative est transférée au 14 de la rue Hébert et adopte le statut de musée départemental. Pierre Gascon, un ancien résistant et déporté à Buchenwald, accompagne cette renaissance. Rue Jean-Jacques Rousseau, c'est pas une critique que je fais à ceux qui l'ont monté, ils l'ont fait avec ce qu'ils avaient. Hein. Mais ce n'étaient pas des spécialistes, on additionnait des choses, on ne les replaçait pas fatalement dans le contexte. Peut-être doit-on encore un peu l'agrandir. Et puis, surtout, que les conservateurs s'attachent chaque fois qu'il y a dans le monde des attaques contre la liberté, contre les personnes, de faire une exposition propre à cette action. Voilà, et demain, nous suivrons un groupe d'écoliers pendant leur visite du musée et nous verrons quel regard cette jeune génération porte justement sur la guerre et la résistance. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Michel Néret a fait son mea culpa aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ex numéro 2 de la PJ de Lyon est poursuivi pour corruption avec 8 autres prévenus, dont 2 anciens policiers de la PJ de Grenoble. Michel Néret a admis aujourd'hui, premier jour de procès, avoir été imprudent. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Tout de suite la météo pour l'édition nationale. Demain à midi, vous retrouverez